Bon les amis, c'est bon, tout le monde est prêt, moi je suis prêt, vous êtes prêts à la maison. On va pouvoir y aller, ce débat sur la 7ème République. La 6ème, c'est déjà has-been. Donc on va parler de la 7ème avec Jean et ses invités. Jean, c'est à toi, régale-nous. Bonjour tout le monde, bonjour Paul and Chill. Ouais, faut applaudir, ouais. Ça va? Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un très très beau soleil dehors, donc ils sont en train de fumer des clopes. Mais ils vont revenir parce qu'on va parler de sujets passionnants. Chers amis, évidemment, ça fait 8 ans sur Twitch que je vous emmerde avec ces histoires de 49.3, 44.1 et autres embrouilles institutionnelles. Et pourtant, la question des institutions est une question centrale dans le débat démocratique. Et je voulais vous offrir à l'occasion de ce Paul and Chill un échange, une discussion sur l'avenir de nos institutions. C'est au cœur de beaucoup de discussions dans le paysage politique. C'est au cœur des réflexions du président de la République. De ce que j'ai compris, il devrait prendre la parole dans pas longtemps pour nous annoncer je sais pas quoi. Mais on va essayer de, je sais pas, toucher la boule de cristal et puis on verra bien. Et je vais pas en parler tout seul puisque je suis entouré de très belles personnes que je remercie du fond du cœur d'avoir accepté de venir dans ce format contraint et très particulier qu'est Paul and Chill. Je suis avec Julie. Salut Julie. Alors parle dans le micro par contre. Hop là. Bonjour. Julie, merci d'avoir accepté de venir. Julie, tu es la collaboratrice parlementaire de Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. J'ai pas de conneries? Absolument. Absolument. Et tu coordonnes le groupe de travail de la NUPES, de l'intergroupe NUPES, sur la question des institutions. Absolument. Je pourrais vous en dire 2 mots. Ah, tu vas pouvoir nous en glisser 2 mots, ça me fera plaisir. Merci beaucoup à toi, Julie, d'être avec nous. On est avec Thibaut Mullier. Salut Thibaut. Bonjour. Merci Thibaut d'être venu. Thibaut, tu es maître de conférence en droit à l'université de Nanterre. C'est ça. On avait déjà eu l'immense plaisir de te recevoir sur le plateau de Backseat pour parler des institutions et tu nous as fait le plaisir d'accepter de revenir pour continuer cette réflexion. Merci à toi. Merci. Et on est avec Émilien Warvial. Salut Émilien. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir toi aussi. Tu es droitologue? Je suis droitologue à temps plein. À temps plein, tu es journaliste et non, tu es auteur de blog. Tu te présentes comment? Oui, comme doctorant, comme enseignant. Tu es enseignant, doctorant, politiste. Politiste. Et donc voilà, donc tu analyses l'actualité politique et je t'ai présenté en rigolant comme droitologue parce que tu as une spécialité quand même sur l'observation des droites. Et on aura donc le plaisir de te retrouver aussi sur la discussion suivante où on parlera justement des droites. Merci encore une fois à tous les trois. Je le disais, une particularité de notre débat, c'est qu'en préparant cet atelier, j'ai retrouvé des archives. Alors il y a le célèbre livre de François Mitterrand de 64, le coup d'État permanent qui dénonce la Ve République, on s'en souvient. Mais j'ai retrouvé que Pierre Mendès France, en 61, il avait publié un argumentaire pour passer à une 6ème République. Donc dès 61, il y avait déjà, alors il n'y avait pas encore des lives sur Twitch, mais il y avait déjà des discussions sur comment on passe à une 6ème République. Est-ce qu'on peut dire que la critique de la Ve République est aussi vieille que la Ve République? Thibaut. Je crois que tu viens de citer quelqu'un qui l'a dit, et c'est soit Olivier Duhamel ou Guy Carcassonne. Alors, je suis un ancien élève de Guy Carcassonne, donc c'est tu l'as probablement... peut-être entendu en amphi. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est vrai en vrai. Oui, la réflexion, en tout cas, sur un passage à une 6ème République est assez ancienne, et d'autant plus avec la révision constitutionnelle de 1962 qui instaure un suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, où des réflexions très sérieuses ont, à ce moment-là, interrogé déjà sur le fait est-ce qu'on n'a pas changé de République. Et puis, depuis, c'est devenu quelque chose alors qui est peut-être plus identifié à gauche, mais en tout cas, la problématique de réviser les institutions n'est pas propre à la gauche, mais peut-être qu'il y a plus un conservatisme des institutions et de son idée originelle adaptée à la pratique gaulliste, qui est plutôt défendu par le centre et la droite. Bah oui, qui se revendique de l'héritage du gaullisme, c'est voilà. Pas absurde. C'est pas absurde, non, mais bon, on pourrait considérer que les choses évoluent. Et la gauche, elle, mais ça je crois qu'on va en parler, est beaucoup plus en phase sur un discours réformiste. Julie, pour quelqu'un qui découvre la politique depuis pas longtemps, pour quelqu'un qui ne comprend pas toujours tous les sujets qu'on aborde et ces gros mots qu'on prononce quand on parle des institutions, comment est-ce que tu expliquerais quels sont les principaux reproches que la gauche fait à la Ve République? Alors, je pense que le cœur du problème, et je suis sûre que ça, notamment tous les jeunes qui sont descendus dans les manifestations dans la rue pour se battre contre la réforme des retraites, ont bien identifié que le problème, c'est le présidentialisme, c'est donner tous les pouvoirs à un seul homme, une seule personne, le président de la République. La Ve République est un régime politique dans lequel le président a trop de pouvoir. Absolument. Ça, on peut le dire comme ça, comme une critique qui est posée par la gauche. Okay. C'est la critique principale
je pense qu'il faut faire à cette 5e République. On a eu un mouvement social d'ampleur qui s'est déroulé il y a quelques mois où 93% des actifs et des actives étaient contre la réforme des retraites. 70% des Françaises et des Français étaient contre la réforme des retraites. L'ensemble des syndicats unis contre cette réforme des retraites. Des millions de personnes dans la rue. Et pour autant, on a, sur ordre du président de la République, la première ministre qui entre le 16 mars dans l'hémicycle pour poser un 49.3. Et derrière, au final, on coupe la parole aux députés à l'Assemblée. On Voilà. pourrait en discuter de ça. Parce que c'est la particularité du 49.3 que de laisser les députés avoir la possibilité d'avoir le dernier mot en adoptant une motion de censure. Il se trouve que Elisabeth Borne n'a jamais eu de vote de confiance de l'Assemblée nationale, mais elle n'a jamais eu non plus de vote de défiance. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Hervé Marseille, le sénateur, qui avait parlé d'onction de censure. J'aime bien l'expression pour dire on est dans un mode chelou de fonctionnement de la 5e République, mais Elisabeth Borne a une espèce d'onction par le fait que personne n'arrive à la censurer. Oui, mais la problématique, est-ce que ce n'est pas justement qu'on ne peut pas faire sauter le président de la République ? Mais là, En je te parle de la tant que- Première ministre, parce que c'est toi qui as Oui. parlé de la Première ministre. Oui, mais c'est-à-dire que la Première ministre aujourd'hui, malheureusement, elle exécute les ordres d'Emmanuel Macron. Mais les parlementaires aujourd'hui, ils n'ont aucun moyen, ni le peuple d'ailleurs, d'enlever le pouvoir au président de la République. Lui, il est intouchable. Il est intouchable pendant 5 ans. On n'a aucun moyen institutionnel De lui tordre le bras. de tordre le bras, d'une certaine manière, à Tu peux Emmanuel lui Macron. imposer un Premier ministre qu'il ne veut pas, mais pour ça, il faut que tu aies une majorité. Oui, C'est C'est quand même pas mal. non, c'est vrai, mais dans le courant du mandat, C'est vrai. et pour le coup, lui, Emmanuel Macron, il a cette possibilité-là, et la Première ministre a la possibilité, enfin, lui a la possibilité de dissoudre, pardon. Mais nous, on ne peut pas le dissoudre. On ne peut Grande- pas dissoudre le président de la République. C'est vrai. Et en même temps, grande particularité de la présidence de la République sous la 5e depuis 62, c'est que le président de la République a l'onction suprême dans une démocratie électorale, c'est le suffrage universel. On a un président de la République pour lequel on vote au suffrage universel direct. Est-ce que c'est pas ça, Émilien, qui crée la grande particularité de la 5e République ? Ce qui est intéressant dans le régime qu'on dit semi-présidentiel, qui est donc le cas de la France, qui a incontournablement changé de nature en 62 quand De Gaulle a décidé que, sur un truc un peu égotique, de dire moi évidemment ma légitimité est incontestable, mais pour les suivants il faudra que le peuple décide directement parce que sinon ils ne seront pas assez légitimes et avoir je ne sais plus combien, 50 000 grands électeurs pour les élire, c'est quand même pas terrible, surtout si on veut qu'il ait en fait plus de pouvoir. C'est la particularité, mais surtout c'est que du coup il y a 2 sources de légitimité. Ouais. Il y a l'élection directe à travers les députés et celle à travers le président, sauf que dans les régimes où il y a ça, par exemple aux États-Unis, il y a eu une forme de neutralisation mutuelle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le Congrès peut impeach, mais pour des raisons très précises, le président, et le président ne peut pas dissoudre le Congrès. Alors qu'en France, en fait, le Parlement, l'Assemblée ne peut faire tomber que le Premier ministre, qui est quand même une source de pouvoir qui n'est pas forcément la plus importante, en tout cas quand il y a le fait majoritaire. Alors que le président, lui, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc il y a cette sorte d'asymétrie qui fait que c'est à la fois un président qui est à la fois plus puissant que dans un régime présidentiel et que dans un régime parlementaire où il peut y avoir cette forme de dissolution. Donc, et sans doute que ça cause le fait que le président, une fois qu'il a été élu pour 5 ans, il fait à peu près vraiment ce qu'il veut. Il n'y a rien qui le menace. Et sans doute que dans des situations où on est, comme aujourd'hui, avec des majorités quand même pas établies du tout, voire pas très claires, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui légitime le fait que le gouvernement décide de ci ou de ça, et le président n'a aucune obligation de changer quoi que ce soit, et ça peut créer, je pense, un malaise, le fait qu'il n'y ait pas de moyen de lui dire non, stop, on ne fait pas ce qu'on veut, surtout que en fait, le problème, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, les 49.3, les ordonnances, et tout ça qui font qu'il a les mains de facto beaucoup plus libres que ce qui devrait, on va dire, dans un autre type de régime. Changer la Constitution pour avoir un régime politique moins présidentiel, plus parlementaire et plus démocratique, ça a toujours été une promesse de la gauche, qui ne l'a jamais mise en œuvre. Ni en 81, ni en 88, ni en 97, ni en 2012. À chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, ou qu'une gauche, on ne va pas commencer à faire le débat, est arrivée au pouvoir. Comment est-ce que tu l'expliques, Thibault ? Est-ce que la gauche a fini par aimer la 5e République ? Est-ce qu'elle est hypocrite ? Est-ce que... non, il y a des Larsen, t'inquiète.
Comment est-ce que tu analyses ça, toi? Je dirais que, enfin, c'est pas de moi, mais manifestement, plus la gauche, ou en tout cas une partie de la gauche est proche du pouvoir, moins elle a l'air d'être critique vis-à-vis des institutions en général et de la pratique institutionnelle présidentialiste en particulier. Et sauf erreur, Claude Barthelone avait rédigé un bouquin quand il était alors soit ancien président de l'Assemblée nationale, soit il allait le devenir, ou il l'était à peine. Lui, il prenait carrément une situation de basculer dans un régime présidentiel. Et je crois que François Hollande, c'est quelqu'un qui a développé un raisonnement critique sur la fonction du Premier ministre sans remettre en cause un président de la République assez puissant, alors qui serait peut-être amputé d'un certain nombre de prérogatives constitutionnelles qui participent à sa puissance, mais qui, toujours est-il, est maintenu comme tel et surtout qui est maintenu avec une élection au suffrage universel direct. Je ne sais pas si le suffrage universel direct est la principale caractéristique de la Ve République. Le fait majoritaire, ça a été dit, est quand même un élément de la pratique institutionnelle assez important. Tu peux nous le rappeler, le fait majoritaire, rapidement, pour ceux qui nous écoutent? Bon, c'est l'idée, je ne vais pas donner une définition très rigoureuse, mais c'est l'idée que le gouvernant, le titulaire du pouvoir de gouvernant, alors constitutionnellement, ce serait a priori plutôt le Premier ministre et le gouvernement, et en pratique, c'est le président de la République, ne peuvent gouverner, c'est-à-dire grosso modo déterminer et conduire la politique de la nation, que s'ils disposent d'un appui au sein du Parlement, et en particulier pour ce qui est de la 5e, à l'Assemblée nationale avec la majorité des députés, ce qui est un peu remis en cause ou à tout le moins relativisé avec la 16e législature. Ouais. Il y a aussi les mécanismes de rationalisation, le 49 alinéa 3, le vote bloqué, l'article 40 sur l'impossibilité d'amender en aggravant les charges publiques ou en réduisant les recettes. Ça, c'est plus discret qu'un 49.3, mais c'est assez important. Et finalement, quand même, le président de la République, même dans la configuration actuelle, en tout cas jusqu'à la fin du premier quinquennat Macron, est dépendant de ce fait majoritaire et pour pouvoir gouverner. Et alors, là, il développe des stratégies qu'il avait déjà développé monsieur le président de la République Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, mais il fait quelque chose, encore une fois, d'extrêmement classique. Emmanuel Macron, c'est pas quelqu'un de très innovant sur la lecture des institutions, mais il a une pratique relativement, voire totalement, certains diraient, antiparlementariste. Et donc, il va développer des outils ou des pratiques, des stratégies et alimenter des représentations très franco-françaises antiparlementaristes à travers le CNR, le Conseil national de la refondation, un usage débridé et complètement non conforme à la Constitution et aux lois organiques du Conseil de défense, notamment en matière de gestion de crise. Bon, il utilise ces ressorts-là, encore plus manifestement depuis le début de la 16e législature, pour, malgré un fait majoritaire qui est relativisé, voire qui a du plomb dans l'aile, continuer à essayer de gouverner. Pour l'instant, il y arrive parce que diviser pour mieux régner fonctionne. Julie, je vais me permettre de faire l'avocat du diable ou l'avocat de la Ve République. On parlait de Guy Carcassonne, qui a été mon professeur quand j'étais étudiant, qui est décédé maintenant et qui était connu pour être, d'un certain point de vue, un défenseur des institutions de la 5e, et qui expliquait notamment que la 5e, quoi qu'on lui reproche, ça reste un régime déjà suffisamment souple parce qu'il a réussi à survivre à des cohabitations qui n'étaient pas prévues et finalement ça s'est pas trop mal passé, qui en ce moment on pourrait même continuer en disant que j'aurais adoré qu'ils soient encore vivants pour voir Elisabeth Borne avec une majorité relative et j'aurais adoré qu'il nous en parle, mais il aurait dit, vous voyez, elle marche la 5e. On a un gouvernement. Et en fait, sa conclusion c'était de dire la 5e République, c'est une république qui parvient à maintenir un pays gouvernable avec une possibilité pour les oppositions de s'opposer en disant qu'elles ne sont pas d'accord, mais la majorité a quand même le dernier mot à la fin des fins. Qu'est-ce que tu réponds aux défenseurs de la 5e République qui disent que ça reste quand même assez efficace comme système? Qu'on soit d'accord ou pas avec le président élu. Vous trouvez que c'est efficace en ce moment la manière d'Emmanuel Macron de gouverner? Il fait passer ses lois. Moi, je trouve que c'est pas hyper efficace en termes de paix sociale. De ce point de vue-là, je trouve que c'est le désordre démocratique. Je veux dire, c'est le désordre démocratique. Les gens se mobilisent. Je reviens sur la question de la réforme des retraites. Des millions de personnes dans la rue.
moi, je trouve que la manière qu'a Emmanuel Macron de gouverner aujourd'hui n'est pas si efficace que ça. Et pour revenir peut-être sur l'argument, tout à l'heure, on évoquait le suffrage universel direct. Il y a effectivement une utilisation par Emmanuel Macron de cet argument-là en disant « mais vous m'avez élu ». Alors qu'on sait pertinemment que déjà, il y a un océan d'abstention. Il y a quand même une abstention qui est extrêmement forte dans notre pays aujourd'hui. Et notamment, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ta chaîne, notamment chez les jeunes. Donc l'océan d'abstention. Et en plus de ça, voilà, quand même une partie des gens qui sont allés aux urnes au second tour de l'élection présidentielle pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir avec un réflexe républicain, entre guillemets, qui a perduré. Et donc c'était un vote non pas pour Emmanuel Macron, mais un vote contre Marine Le Pen. Donc ce suffrage universel-là... Ce qui du coup lui fait perdre toute légitimité démocratique selon toi? Oui, moi je pense que ce fait-là lui fait perdre une légitimité démocratique. Et donc cette 5e République, bien sûr, elle aura 65 ans le 4 octobre prochain dans une semaine, enfin dans un peu moins d'une semaine. Oui, c'est vrai, dans quelques jours. Oui. Voilà, dans quelques jours. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ira faire un petit discours au Conseil constitutionnel pour cet anniversaire. On ne sait pas de quoi... C'est con, il pourrait le faire chez moi sur Brexit, mais il va où il veut, hein, mais bon. Mais non, je pense que justement, là, plus que jamais, en fait, sur la dernière année qu'on a vécue et puis le dernier quinquennat de Macron, il y a justement cette aspiration démocratique qui s'est renforcée de plus en plus. Et on n'avait jamais vu, en fait, dans les manifestations, des pancartes, même pendant le CPE, que moi j'ai 2006, connu. Ouais. 2006. En fait, à la base, ça part du 49-3. Ouais. De Dominique de Villepin. Voilà, ça part du 49-3. Les jeunes descendent massivement dans la rue après ce 49-3, mais on n'a pas de revendication démocratique sur les pancartes. Ça arrive au moment de la loi travail et là, sur la réforme des retraites, de manière très très forte, avec cette aspiration-là à passer à autre chose, à construire ensemble autre chose. Alors, là où je te rejoins, c'est effectivement peut-être un phénomène, c'est Bastien François, je crois, qui parlait de l'immixtion d'un nouvel acteur dans le paysage politique, qui est le citoyen. Les institutions ont été pensées à la fin des années 50 et on n'a pas trop pensé le citoyen autrement que comme un électeur. Or, il se trouve que le mouvement des Gilets jaunes, je te rejoins, on a eu des pancartes avec écrit référendum d'initiative citoyenne. Il y avait une revendication, avec un mot aussi brutal que référendum, qui est quand même un truc très institutionnel. Sur la réforme des retraites, là aussi, référendum, il y a une soif du citoyen d'avoir un rapport différent aux institutions que seulement voter tous les ans. Et ça, j'ai l'impression que notre 5e République, c'est encore à l'échelle des années 50 et qu'elle n'arrive pas à faire de la place aux citoyens. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Emilien? En fait, comme tu l'as dit à propos de Guy Carcassonne, quelque part, la 5e République a été faite pour tenir. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ouais. Parce qu'elle venait après la 4e, parce que c'était comme ça que De Gaulle voyait les choses. Et donc l'idée, c'était que ça tient même quand ça devrait ne pas tenir. Techniquement, depuis 2022, l'Assemblée qu'en est sortie, sans coalition d'ensemble avec d'autres partis, ça ne devrait pas tenir. Et pourtant, ça tient parce que les dispositifs, les arrangements font que ça tient. Et donc, elle remplit son rôle. Le problème, c'est que à quel point est-ce qu'on doit considérer que l'efficacité, ça compte, et à quel point est-ce qu'aussi la légitimation du système a aussi une importance. Et il y a sans doute beaucoup de citoyens qui estiment que, bien que leurs opinions soient peut-être mieux représentées que dans la législature précédente, parce que en fait, le système majoritaire a moins réussi son œuvre, il y a un petit problème quand une grande majorité des gens, et c'était le cas sur la réforme des retraites, n'est pas d'accord, ça passe quand même, et donc on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, l'antériorité de la défiance d'un grand nombre de citoyens envers les institutions fait que ça fait c'est pas depuis les Gilets jaunes qu'il y a eu des demandes de participation plus directe. Il y a eu d'ailleurs, en fait, y compris des collectivités locales, et on a dû en parler parfois sur ta chaîne, qui en fait ont fait émerger directement ces demandes de participation, des dispositifs comme c'est plutôt au niveau local des qu'on a conseils de quartier qui sont Budget inspirés d'expériences latino-américaines, etc. Ou y compris à la mairie de Paris, je crois que ça se fait maintenant, où on fait voter citoyens sur quel projet, etc. Bon, qui après peuvent être jugés suffisants ou pas, mais on voit bien que il y a des recherches, en tout cas de la part des acteurs politiques, de trouver des solutions à ça, en tout cas au niveau local, et des citoyens. Après, je ne suis pas dans l'idée que tous les citoyens seraient en demande de participation comme ça, parce que
beaucoup sont juste défiants, beaucoup veulent de l'efficacité, en fait que des choses soient faites radicalement. Et je pense par exemple que c'est le cas des lecteurs de Marine Le Pen ou plus à droite qui pour eux en fait sont dans un rapport où le politique est quand même l'acteur légitime et simplement on veut qu'il fasse les choses. Et puis à gauche c'est un peu différent, on estime que le citoyen aussi c'est son mot à dire. Mais en tout cas, il ne me semble pas que la satisfaction soit très grande. Et quand on demande par exemple est-ce que vous êtes pour ou contre la fin du cumul des mandats ou ce genre de réforme démocratique, souvent on a quand même un assez bon soutien de la part des citoyens. Donc sans doute qu'il y a un problème de légitimation, mais la Ve République est faite pour ne pas écouter ça. Donc quelque part, tant que des gens qui trouvent leur compte seront élus, à moins qu'il y ait une très très grosse grogne, et quelque part Emmanuel Macron, c'est un peu l'ironie, a été élu avec pour proposition de renouveler le système et a commencé son mandat par la loi sur la confiance dans la vie politique, eh ben, il n'y a pas de raison que ça change. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais il n'y aura pas de changement magique, à moins d'un énorme vent de protestation, mais qui, je pense, jouera plus sur les candidatures à venir que sur le pouvoir actuel tel qu'il est. Il y a une question qui m'est souvent posée quand je parle des institutions sur ma chaîne, c'est mais comment on fait pour changer de république ? Je comprends, effectivement, moi je me planque toujours derrière la réponse du constitutionnaliste, c'est-à-dire que j'explique la réforme de la Constitution. Mais en fait, je comprends que la question elle est plus profonde que ça. C'est mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que la France est capable d'avancer autrement que dans le sang ? Sur un peu notre histoire constitutionnelle, c'est un peu ça. Il a fallu vraiment des crises majeures pour qu'on change de régime, pour le meilleur comme pour le pire, et qu'on rétablisse des républiques, etc. C'est une vraie question, ça. Et pourquoi la Ve République n'arrive pas à penser son après ? Pourquoi la Ve République ne réfléchit pas à son évolution, son amélioration ? Ou alors pourquoi est-ce qu'on y réfléchit que sur des points de vue très techniques, que ce soit le quinquennat, la réforme de 2008, oui, il y avait des avancées, mais c'était, je dirais, à part pour l'étudiant que j'étais, je suis le commun des Français, tu leur demandes, c'est 2008, qu'est-ce qu'on a changé dans la Constitution ? Voilà, tu vois, donc c'est une vraie question, ça. Comment on change de République, Thibaut ? La réponse du constitutionnaliste va être décevante parce que si on regarde d'un point de vue constitutionnel et juridique, a priori, il faudrait réviser la Constitution et donc suivre les prescriptions de l'article 89 de la Constitution qui règle normalement l'usage, enfin les conditions pour réviser la Constitution. Mais quand on regarde l'histoire de France, tu l'as dit, finalement, c'est toujours une situation un peu de révolution, au sens où on change, il y a un changement systémique, une sorte de table rase, et on repart de zéro. Alors, à nuancer pour le passage de la 4e à la 5e, où il y a une transition constitutionnelle avec un acte préconstituant, la loi du 3 juin 1958, qui pose des bases qui limiteront le pouvoir constituant à venir. Mais toujours est-il que c'est un peu l'idée de table rase. Et après, on pourrait discuter. Je crois que dans une de tes récentes vidéos, tu dis on est peut-être à la 8e, 9e, 10e en fonction de la révision de 62, de Maastricht de 92, etc. Il n'y a pas de mode d'emploi pour dire quand est-ce qu'on a changé de république. Je pense que c'est un débat qui sort un peu du droit, qui rejoint plus un problème que la science politique peut étudier, mais un problème politique plus simplement, c'est-à-dire, est-ce que les institutions sont considérées comme toujours légitimes ? Et là, il y a un problème dans le discours politique, c'est de la part de Yael Braun-Pivet, on l'entend, de la part d'Emmanuel Macron, peut-être qu'il faudrait qu'il relise ou qu'il lise Max Weber avec Gérald Darmanin, ça lui ferait pas de mal à lui aussi, mais toujours est-il qu'il y a une sorte de confusion qui est entretenue entre légalité et légitimité. Le 49 alinéa 3, il n'y a aucun problème parce que c'est légal, certes, mais manifestement, ce n'est pas accepté. Oui. Et donc, est-ce que les institutions sont toujours légitimes ? Je n'ai pas une réponse très élaborée à cela. Et est-ce qu'on veut changer de système et à partir de quel niveau le changement de système, une parlementarisation plus poussée, un régime présidentiel plus assumé, autre chose, le citoyen qui remettrait en cause un héritage français de démocratie représentative, mais en même temps où il y a une méfiance vis-à-vis du représentant, eh bien, est-ce qu'on veut ça ? Là, c'est un problème, une discussion politique, c'est pas la technique, enfin un discours technique d'experts qui peut y répondre et qui doit y répondre, à mon sens, c'est surtout un débat politique. Un débat de société ? Mais oui, un débat de société. Et c'est là où je te rejoins, c'est que
le comité Balladur de 2008, où on met les gens les plus brillants dans une pièce qui ensemble donnent naissance à une réforme, etc. Ça ne, enfin, moi, j'appelle de mes voeux à ce que ça n'ait plus jamais lieu comme ça. On ne peut pas continuer à faire des débats d'experts pour changer de constitution. Il faut embarquer tellement plus largement la société. Je reconnais d'ailleurs parfois Emmanuel Macron des tentatives. Le grand débat national, c'était une tentative. La Convention citoyenne pour le climat, c'est une tentative. Le CNR, c'est une tentative. À chaque fois, il n'en sort pas grand-chose. En tout cas, L'application Agora de Olivier Véran. L'application Agora que vous pouvez installer sur votre téléphone, vous forcez pas à le faire, mais c'est possible. Enfin, voilà, il y a une prise en compte de la difficulté, une volonté d'essayer d'y apporter des solutions avec un peu trop de solutionnisme à mon goût, mais au moins je reconnais ça. Et il y a une vision plus radicale qui est la vôtre, qui est celle de la NUPES et surtout de la France Insoumise, c'est d'aller carrément vers une assemblée constituante. Alors j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, et j'en fais ma critique en commençant. J'aime bien l'idée de constituante, mais je trouve souvent que vous vous planquez un peu trop derrière pour pas répondre aux questions qu'on vous pose sur qu'est-ce que vous imaginez comme institution demain. On verra la constituante qui décidera. J'ai eu trop d'interviews d'insoumis qui m'ont gonflé en se planquant derrière ça. Ça me saoule. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la constituante? Raconte-nous. Alors, non, mais je vais être très franche là-dessus. Et effectivement, dans le programme de la France Insoumise, il y a un chemin qui est tracé sur la manière dont on veut arriver à cette 6e République dont parle de la constituante, c'est-à-dire le préalable, c'est que c'était jusqu'ici que Jean-Luc Mélenchon soit élu président de la République. Pour que derrière, il active du coup l'article 11 de la Constitution, le 11 pour pouvoir aller au référendum, proposer du coup cette constituante au référendum. Les gens auraient tranché effectivement s'ils voulaient ou pas de cette constituante. Et derrière, il y aurait eu un travail de 1 à 2 ans pour pouvoir produire un texte qui aurait été derrière resoumis au vote par un référendum. Donc ça, c'était le chemin tracé. Bon, effectivement, en 2012, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu président de la République. En 2017 non plus, et en 2002 non plus. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à une autre voie, un autre moyen d'arriver, de parvenir à cette fin. Et c'est d'ailleurs pour ça que le groupe de travail de l'intergroupe NUPES sur la 6e République a été créé à l'Assemblée nationale pour en même temps harmoniser, stabiliser le programme institutionnel de la NUPES, puisque je vous rappelle, si vous allez sur le site de la NUPES, dans le programme, il y a quand même toute une partie sur la question de la 6e République où on va déjà assez loin ensemble sur ce qu'on imaginerait en termes de référendum d'initiative citoyenne, reconnaissance du vote blanc, etc. etc. Et en même temps, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un passage, un moyen, une voie parlementaire pour passer à cette 6e République. Alors vous imaginez quoi? Donc là, pour l'instant, on a 12 heures d'audition qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Raquel Garrido, où on a auditionné Dominique Rousseau, Laureline Fontaine, Charlotte Gérard, enfin voilà, tout un tas de personnalités, de chercheurs, de chercheuses là-dessus. Ce qui ressort de tout ça, en fait, c'est que, et c'est là où je te rejoins, ce débat-là, cette 6e République, elle ne viendra pas dans un débat d'experts. Ça, c'est sûr. C'est pas parce qu'on décrétera la 6e République que cette 6e République arrivera, un peu comme on parlait de la 5e, qui, je le rappelle, il n'y a pas eu de constituante sur la 5e. Justement, on a privé le peuple de sa capacité à participer à ce débat-là qui fixait les grandes règles communes. Il n'y a pas eu de constituante sur les lois constitutionnelles de 75, il n'y a pas eu de constituante en 44, il n'y a pas eu de constituante. Il y a d'autres moments où il n'y a pas eu de constituante, mais j'entends ce que tu veux dire. Sur les moyens d'y arriver, pour l'instant, où on en est. Okay. Donc, déjà, c'est maintenir la conversation à un niveau élevé dans le pays sur les questions démocratiques. Okay. Donc, merci de prendre ce temps, d'ailleurs, ici, pour parler de ça, parce que c'est important que sur tous les plateaux télé, en famille, à la table du repas, dans les médias, partout, on parle de cette question-là, la question démocratique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, du coup, dans le cadre du groupe de travail NUPES, là, on a proposé à l'ensemble des députés de la NUPES d'organiser dans leur circonscription des espèces d'auditions populaires où, justement, le peuple, les citoyens, les citoyennes, pourraient venir participer à ce débat-là pour répondre à des questions qui sont très simples, mais qui sont fondamentales. C'est, dans ce projet constitutionnel, c'est qui décide, qui doit décider et pour quelle finalité, en fait. Et donc, on pourrait se poser la question collectivement de faut-il encore un président de la République? Est-ce que demain, s'il y a plus de 50% de vote blanc et nul à une élection, elle est annulée et on la refait? Est-ce qu'on doit révoquer les élus? Ça existe dans plusieurs États, notamment aux États-Unis. Ça s'appelle le recall, le rappel. Voilà, c'est des questions qui sont fondamentales.
Et il faut que effectivement le peuple s'en saisisse. Enfin, en tout cas, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça ne doit pas rester des discussions d'experts. Il faut que tout le monde s'en saisisse. Et absolument. Une toute dernière question pour toi, Thibaut. C'était Jean-Michel Apathy qui avait dit une fois les dirigeants sont médiocres en ce moment, mais les institutions sont fortes. Est-ce que bon, c'est le point de vue de Jean-Michel Apathy, mais est-ce qu'il existe aussi un point de vue qui dirait que c'est une question de culture démocratique plus que d'institution? Le problème, c'est pas tant la constitution de la 5e, c'est le personnel politique qui la met en œuvre. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse qu'on entend parfois? Je crois que c'est Guy Carcassonne aussi qui disait que c'était plutôt un problème de personnel que. Aussi, ouais, mais je vais pas le citer à tout bout de champ, donc c'est pour ça que j'ai mis Jean-Michel Apathy. Non, mais Jean-Michel Apathy. Mais non, mais c'est la même école de pensée, donc oui. Je sais pas, là, c'est plus. J'ai peur de faire un peu de discussion de café, mais manifestement, une partie de nos élites administratives et politiques se sont parfaitement accommodées. Alors, je ne sais pas si c'est leur formation, leur représentation, leur croyance, mais se sont assez bien accommodés, à gauche comme à droite, des institutions de la Ve République. Mitterrand est l'exemple, tu avais cité le coup d'État permanent et sa pratique à partir de 80 a montré que finalement la 5e c'est pas si mal. Ça marche bien quand tu es président. Ça marche bien quand on est président. Et donc, mais la cohabitation a montré qu'une autre pratique était possible, même si bon, on pourrait discuter. Mais toujours est-il que oui, il y a ces élites-là ont manifestement se sont accommodées et même ont une certaine représentation de ce que doit être l'exercice du pouvoir qui est assez problématique. Et le principal responsable, peut-être, c'est déjà le général de Gaulle, quand il fait sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964, où il explique à peu près sa vision c'est la lecture du texte constitutionnel par Papa de Gaulle. Il dit que la source du pouvoir est bien dans le peuple qui est souverain, mais c'est le président de la République et lui seul qui finalement en est celui qui va le recevoir et qui va garantir le fonctionnement des institutions. Mais en même temps, il va être aussi celui qui va prendre les décisions politiques sans avoir à mettre en jeu sa responsabilité. Donc c'est un gros problème et ça a été accepté, repris par l'essentiel des praticiens, en tout cas des responsables politiques, et qui montrent que oui, il y a une difficulté là-dessus, mais si on écarte la focale et qu'on regarde un peu l'histoire, il y a quand même un paradoxe, enfin je ne sais pas si c'est un paradoxe ou un hiatus, mais dans le sens où la France a très rapidement choisi à la Révolution plutôt un système représentatif qui s'est lui-même mêlé très rapidement d'une méfiance envers ses représentants, si bien que on a une méfiance vis-à-vis des parlementaires et beaucoup moins de méfiance pour le président de la République parce que les gens ont identifié où est la réalité du pouvoir. Et toujours est-il que ça pose des problèmes ensuite pour convaincre les gens que en fait, la Ve République, elle est problématique. Et on l'a vu avec la réforme des retraites et la pratique du 49 alinéa 3. Mais là, pour l'instant, Madame Borne recourt à l'article 49 alinéa 3. Bon, il y en aura sans doute plus d'une dizaine qui vont être déclenchées d'ici décembre. Il n'y a pas de raison ça qu'il n'y ne en va ait pas pas. soulever les foules. On verra au moment des élections. La sanction sera peut-être plus tardive. Mais en tout cas, il y a un enjeu d'expliquer, et là, ce genre d'émission, mais aussi les cours en amphithéâtre, notamment à l'Université Paris-Nanterre, on a de très bons collègues qui font des très bons cours, même à Sciences Po Paris aussi, ça permet quand même d'intéresser les étudiants, ou les jeunes, mais en tout cas d'intéresser tout le monde sur les enjeux, les problèmes que pose la pratique du pouvoir sous la Ve République. C'est vraiment un problème, ce pouvoir, et la réflexion doit ensuite porter sur comment on peut le distribuer différemment à de nouveaux acteurs politiques, ou en tout cas plus uniquement ou presque au président de la République. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est pas fini. On attend les déclarations du président de la République dans quelques jours seulement. Suivez-le sur ma chaîne évidemment. Devant le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il va annoncer? Un référendum, on ne sait pas exactement ce qu'il va annoncer, mais on suivra ça ensemble. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de venir discuter des institutions sur le plateau de Paul & Chill. Chers amis, avant de donner la parole à Malek, je voulais juste vous annoncer qu'il y a une bière qui vous est offerte, une par personne. Voilà, c'est ma tournée. J'avais dit que je le dirais à 18h, il est 18h13, voilà.
une boisson, c'est pas forcément une bière, c'est une boisson. Voilà, allez profiter pour ceux qui sont là, pour vous remercier d'être venus pour cette première édition de Paul & Chill. Je te rends le micro, Malek, à toutes.